les grossesses. Dans un deuxième temps, nous allons parler de l'hématome rétroplacentaire qui est quand même une complication de l'hypertension artérielle. Donc, c'est un cours qui est un petit peu long, mais on va faire l'essentiel du cours parce que les définitions, vous allez voir que ça change un petit peu. Donc, quand on parle de la définition, les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse se caractérisent par cliniquement HTA, œdème, protéinurie, qui se regroupent de façon variable. L'évolution, on a des complications paroxystiques type éclampsie, hématome rétroplacentaire et retentissement fœtal. L'étiologie, c'est un syndrome spécifique du troisième trimestre de la grossesse qui disparaît avec elle. Syndrome vasculaire chronique antérieur à la grossesse. HTA au cours de la grossesse se définit par une pression artérielle supérieure à 140 mm de mercure pour la maximale et supérieure à 90 pour la minimale à deux prises séparées en position assise et à distance d'un examen obstétrical. Il y a une baisse physiologique de la pression artérielle à 15 mm au cours du premier trimestre et puis elle s'élève progressivement pour atteindre au troisième trimestre les chiffres antérieurs. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pour vous, HTA et grossesse veut dire toxémie gravidique ou veut dire prééclampsie pure. C'est juste et c'est pas juste. Je m'explique. En matière d'HTA et grossesse, il y a une difficulté de nosologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une difficulté de définition. Est-ce qu'on va parler d'HTA et grossesse ou d'HTA de la grossesse ou des syndromes vasculo-rénaux ou bien de prééclampsie pure? Les définitions changent d'une situation à une autre. Et plusieurs sociétés savantes, notamment la Société américaine de gynéco-obstétrique, ils ont essayé d'adopter une classification spécifique à tout cela. À votre niveau, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Vous devriez retenir la définition de la prééclampsie pure, chose qu'on appelle la toxémie gravidique. La toxémie gravidique ou la prééclampsie pure se définit par la survenue chez une primipare jeune sans antécédents vasculo-rénaux d'un syndrome au troisième trimestre fait d'HTA, d'œdème et de protéinurie. Et ce syndrome disparaît après l'accouchement et ne récidive pas lors des grossesses ultérieures. C'est ça la prééclampsie pure. Les autres, ce sont des définitions un petit peu différentes, peut-être qu'on va voir au fur et à mesure. Cette prééclampsie pure, c'est ça ce que vous allez voir le plus fréquemment possible dans votre pratique de tous les jours. Et cette prééclampsie pure, elle a surtout des complications. Pourquoi elle nous fait peur? Elle nous fait peur parce qu'elle a des complications. Ces complications peuvent être d'origine maternelle, surtout l'éclampsie, le HELLP syndrome, l'hématome rétroplacentaire et des complications fœtales. C'est quoi? C'est la souffrance fœtale chronique, le retard de croissance intra-utérin, la souffrance fœtale aiguë et la mort fœtale unitaire. Alors, ce qu'on vous avait appris en cardiologie pour parler d'hypertension artérielle, il faut 150 mm sur 9,5, etc. Non, en matière de grossesse, c'est à partir de 14,9, on parle d'hypertension artérielle. On s'alarme à partir de 13, 8,5, mais à condition de prendre la tension artérielle à deux reprises, en demi-assise, après une dizaine de minutes de repos. Il faudrait savoir que chez la femme enceinte, il y a une petite baisse de la tension artérielle qui est tout à fait physiologique. Quand vous voyez des femmes enceintes traîner avec des 9,6 ou avec des 8,5, c'est assez fréquent et ça ne pose pas de gros problèmes. Voilà, quand on revient à la classification de l'American College of Gynecologic Obstetrics, voilà la définition de la prééclampsie pure qu'on vient de voir. Donc, les termes sont justes. Soit vous dites prééclampsie pure, soit vous dites toxémie gravidique pure. Parce que quand on a tendance quand on parle de prééclampsie, on a tendance que ça précède l'éclampsie. Oui, ça
c'est une situation. Mais là, c'est l'association d'un syndrome vasculo-rénal chez une femme en âge, chez une femme jeune, première grossesse, et qui disparaît après l'accouchement, et surtout ne récidive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour poser un diagnostic de prééclampsie pure, il faudrait que durant cette grossesse, vous avez acheté un œdème protéinuré, qu'après l'accouchement, ça tout rentre dans l'ordre, et lors de la deuxième grossesse, ce syndrome ne récidive pas. Donc, il faut attendre la deuxième grossesse pour dire, ah, ce que vous avez fait la dernière fois, c'était une prééclampsie pure. Deuxième situation, ce sont les HTA chroniques. C'est des femmes qui sont hypertendues, connues. D'accord? HTA connues, c'est des hypertensions connues qui ont leurs étiologies. C'est des femmes qui sont traitées en cardiologie, en néphrologie. Ou bien, vous allez la découvrir fortuitement avant 20 semaines d'aménorrhée. Vous avez les HTA chroniques qui se compliquent de prééclampsie surajoutée. Troisième type, c'est des HTA chroniques parce que dans ces tableaux-cas, vous n'avez pas de protéinurée. Vous avez une femme qui est hypertendue et qui vient vous voir parce qu'elle est enceinte. Comme vous avez une femme diabétique qui vient vous voir parce qu'elle est diabétique, elle est enceinte. C'est tout. Vous allez la prendre comme étant une grossesse à haut risque. La prééclampsie, l'HTA chronique compliquée d'une prééclampsie surajoutée, c'est qu'il y a une protéinurie associée. C'est un mélange entre le type 2 pratiquement et le type 1. HTA isolée transitoire ou récidivante, eh ben, il y a des femmes qui vont vous faire de l'hypertension comme ça, ou bien elles vont vous faire des hypertensions que pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle les HTA transitoires. En dehors de la grossesse, elle n'a rien du tout. Dès qu'elle est enceinte, elle fait son hypertension artérielle. Et là, je tiens à vous rappeler une petite définition, c'est que la grossesse est considérée comme étant une épreuve d'effort. Quand vous voulez tester le cœur de quelqu'un, l'épreuve d'effort en cardiologie, c'est quoi? Vous le faites monter sur un vélo, il pédale, et vous allez voir que son cœur, il résiste à combien, etc. Vous mettez son cœur à l'effort. La même chose, la grossesse pour le corps humain de la femme est une épreuve d'effort. C'est-à-dire qu'il y a des cardiopathies qui n'étaient pas connues, qui vont être révélées par la grossesse. C'est qu'avant, ça se passait bien. Il y avait des hypertensions qui se révèlent par la grossesse et il y a des diabètes qui se révèlent par la grossesse, etc. Donc, la grossesse est considérée comme étant une épreuve d'effort. Il y a une autre classification, c'est la Société internationale pour l'étude de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est HTA sans protéinurie, HTA avec protéinurie. Et ça, c'est un petit peu là. Donc là, on maintient la première classification qui est celle de l'American College de gynéco-obstétrique. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, ce sont les primipares, moins de 18 et plus de 40 ans, parce que nous allons voir tout à l'heure du point de vue physiopathologique comment que les choses vont se passer. Quels sont les autres facteurs de risque? L'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, les antécédents déjà de toxémie, de néphropathie, d'HLP, de lupus, de toutes les maladies auto-immunes, l'environnement, l'autre attitude, les stress physiques, psychologiques, les grossesses multiples, les dramioses. Est-ce qu'il y a un test de dépistage? Oui, il y a un test de dépistage. C'est le roll-over test, alors qui est pratiqué généralement entre 28 et 32 semaines. Il consiste à prendre la tension artérielle bras droit, bras gauche en position demi-assise, bras droit, bras gauche en position debout. On fait la différence. Alors, quand la diastolique s'élève à plus de 20 mm de mercure, d'accord, on peut penser que cette patiente fera de l'hypertension artérielle. Du point de vue physiopathologique, il y a plusieurs théories qui ont essayé d'expliquer pourquoi certaines femmes feront de l'hypertension au cours du 3e trimestre, pourquoi d'autres n'en feront pas. Parmi ces théories la plus admise, c'est l'ischémie placentaire. Donc là, reconnaît 3 causes principales, les lésions des artères spiralées, les phénomènes thromboemboliques placentaires et la réduction relative du débit utéroplacentaire. Tout ça, je vais vous l'expliquer plus facilement et plus simplement. Au niveau du placenta, vous avez les vaisseaux qui arrivent dans l'utérus, la vascularisation primaire, secondaire et tertiaire, et vous avez des vaisseaux qui vont rentrer dans le placenta.
Quand ces vaisseaux sont de taille diminuée, quand il y a des phénomènes thrombotiques, c'est-à-dire il y a quelques thrombus qui vont se former au niveau de ces vaisseaux, et quand la lumière du vaisseau est réduite, donc par conséquent le débit est réduit, nous allons assister dans tout ça à une ischémie placentaire qui en amont va augmenter la tension artérielle. C'est pour cela que tout à l'heure nous avons dit ceci est beaucoup plus fréquent chez la femme jeune avant 18 ans et surtout la primipare. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un développement assez important des artères spiralées qui rentrent dans le placenta. Et ceci va être la cause de l'hypertension artérielle. Et pourquoi après 40 ans? Eh bien parce qu'après 40 ans, non seulement on a des terrains favorables à l'HTA essentiel, à l'HTA chronique d'une idéologie différente, qui va être probablement associée à une protéinurie, et on aura une HTA avec prééclampsie surajoutée. Les conséquences des lésions des cellules endothéliales, si l'endothélium est stimulé par une hypoxie, il libère des substances vasoconstrictrices et bien sûr, il active les plaquettes. Et voilà la deuxième phase de coagulation. Les troubles de la coagulation provenant de la libération de la thromboplastine par les cellules thromboblastiques, ischémie. Le système rénine-angiotensine et prostaglandine, l'unité utéroplacentaire réagit à l'ischémie par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va stimuler la sécrétion de prostaglandine, qui est une substance vasodilatatrice qui va maintenir un bon débit et une bonne perfusion, mais ceci dans un premier temps. Donc, ce qu'il faudrait garder à l'esprit, c'est que la théorie qui explique l'hypertension artérielle après éclampsie pure, c'est la théorie de l'ischémie. Et ce problème d'artère spiralique qui se développe pas très bien. Et là, vous avez la sécrétion un tableau qui résume un petit peu tout ça. Comment se fait le diagnostic? D'abord, diagnostiquer les cliniques, l'interrogatoire, antécédents familiaux d'HTA, d'obésité, de diabète, de prééclampsie chez les ascendants et dans la fratrie, antécédents personnels, le poids, la taille, le tabac, l'âge, médicaux, les syndromes vasculo-rénaux, les pathologies chroniques, gynéco-obstétrico, la parité, partenaires multiples, toxémie, retard de croissance, antécédents de moléculo, d'HLP, d'éclampsie, et les grossesses actuelles, bien sûr, date des dernières règles, échographie précoce pour dater la grossesse. Alors, les signes, vous avez les œdèmes en dernier. Pourquoi? Parce que les œdèmes, ça peut être des œdèmes à minima qui ne sont pas détectables à l'examen clinique ou des œdèmes à maxima qui sont quand même, vous avez des pieds qui sont enflés. Eh bien, je vais vous demander comment on va diagnostiquer les œdèmes à minima? Eh bien, on va les diagnostiquer par la courbe de poids. Vous devriez impérativement prendre le poids de chaque patiente quand elle vient consulter en consultation prénatale. Et vous devriez savoir qu'une femme enceinte gagne 1 kg à 1,5 kg par mois pendant la grossesse. Elle gagne 12 à 14 kg. Donc, si elle gagne plus rapidement, par exemple, vous l'avez vu, la dernière consultation, elle faisait 60. Cette fois-ci, vous devriez vous attendre à 61,5, vous tombez à 63. Hop, cette femme prend du poids rapidement. Peut-être qu'elle fait des œdèmes à minima qui vont entrer dans le cadre d'un tableau de prééclampsie pure. Eh bien, les œdèmes, bien sûr, qui sont diagnostiqués à vue d'œil au niveau surtout des membres inférieurs, au niveau des malléoles, au niveau de la ligne blanche en péri-ombilical, palpebral, etc. L'HTA, donc vous avez une hypertension artérielle qui est de 14,9 en position demi-assise après 15 minutes de repos et bien sûr une protéinurie, soit au lab 6, vous avez une protéinurie qui est positive, 2 croix, 3 croix, ou bien carrément on fait un dosage pondéral sur des urines, soit de 24 heures si l'idéal, soit de 12 heures, et vous aurez, elle est positive au-delà de 300 mg par 24 heures. À moins de 300 mg, ça peut signer une infection urinaire et vous devriez demander un ECB des urines. Donc, les signes essentiels, c'est quoi? HTA, œdème, protéinurie qui apparaissent chez une primipare jeune sans antécédents vasculo-rénaux lors du 3e trimestre de la grossesse. Les signes qui vont être évocateurs de complications, notamment de la prééclampsie, c'est quoi? C'est les céphalées, les bourdonnements d'oreilles, les vomissements, la douleur épigastrique en barre
et apprécier le fœtus, mesure de la hauteur utérine, diminution de mouvement actif fœtaux, ça on va le voir tout à l'heure. Alors, les examens paracliniques que vous allez demander, alors c'est quoi? Bien sûr la formule avec un taux de plaquettes, parce que la diminution du taux de plaquettes signifie qu'il va y avoir une aggravation de la situation, une thrombopénie qui risque d'être une source de problèmes d'hémostase par la suite. La fonction rénale, l'uricréa pour voir le retentissement de l'HTA sur la fonction rénale. L'uricémie et la protéinurie, les deux, la protéinurie, elle a un rôle diagnostique, bien sûr, rentrant dans la triade œdème, HTA, protéinurie, mais en association avec l'uricémie, ça signale les complications. Vous avez que l'ascension de la protéinurie et l'uricémie, toutes les deux ascendantes, s'accompagne d'une élévation de la tension artérielle et signe l'apparition des complications. La fonction hépatique, parce que nous avons des complications d'ordre hépatique. Le bilan d'hémostase, parce qu'on risque d'avoir des troubles de l'hémostase par la suite. Le CG pour avoir la fonction du cœur comment qu'elle est. Le fond d'œil pour voir le retentissement de l'HTA sur la rétine. Le Doppler utérin pour voir le flux au niveau de l'artère utérine, d'accord, qui a non seulement un rôle dans un premier temps diagnostic, mais surtout un rôle pronostic par la suite pour voir l'efficacité du traitement. Comment maintenant on va surveiller le fœtus? Le fœtus, on va le surveiller d'abord sur le plan clinique, les mouvements actifs fœtaux. Nous devrions demander à la patiente d'évaluer les mouvements actifs fœtaux pendant 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Par exemple, entre 8 heures du matin et 8h30, il a bougé combien de fois? Et entre 8 heures du soir et 8h30 du soir, pendant 30 minutes, il a bougé combien de fois? Et là, elle va vous dire, la patiente, là, il a bougé 10 fois, mais aujourd'hui, uniquement 8 fois. Le lendemain, elle va vous dire, il a bougé 6 fois. Hop, il y a une diminution du mouvement actif fœtaux. Mais là, c'est un petit peu péjoratif chez la primipare. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience en matière de grossesse. Sur le plan échographique, nous allons voir d'abord la biométrie fœtale, le BIP, le fémur et la circonférence abdominale pour voir s'il n'y a pas un retard de croissance intra-utérin. Le score biophysique de Manning qui va nous dire dans quel état est cet enfant. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il se retrouve dans un milieu hostile qui va nous pousser à l'extraire? Bien sûr, le morphogramme, ce n'est pas toujours facile à cet âge-là. Rechercher des signes de gravité, l'oligoamnios et le retard de croissance intra-utérin. Pourquoi il y a un oligoamnios et pourquoi il y a un retard de croissance intra-utérin? C'est simple. Le fœtus dans le ventre de sa mère, il est intelligent. Quand il commence à souffrir, pourquoi? Parce que sa mère est hypertendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reçoit pas le sang en quantité suffisante. Donc, quand il ne reçoit pas le sang en quantité suffisante, il va faire quoi? Il va privilégier les organes nobles par rapport aux autres organes. C'est-à-dire, il ne va pas vasculariser ses intestins et ses reins et son foie de la même manière qu'il vascularise son cerveau. Donc, il va y avoir une diminution de la fonction rénale, intestinale, etc. Donc, le poids de l'enfant va diminuer. Et sachez que le liquide amniotique est sécrété par le système nerveux, par le système rénal et par le système digestif. Du moment que ces deux de ces organes sont mis au repos, la quantité du liquide amniotique qui est excrété dans le ventre de la mère va diminuer. C'est pour cela qu'on aura ça. Et on va voir qu'on va faire un Doppler ombilical et de l'artère ombilicale et de l'artère cérébrale qui va nous dire est-ce que cet enfant supporte cet état ou pas? Parce que même si on peut trouver un Doppler de l'artère ombilicale qui est perturbé, mais un Doppler de l'artère cérébrale qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant est en train de redistribuer. Ça veut dire que cet enfant est en train d'oxygéner beaucoup plus son cœur et son cerveau par rapport à ses anses intestinales. Et bien sûr, il va récupérer par la suite. Le rythme cardiaque fœtal, bien sûr, pour diagnostiquer des souffrances fœtales aiguës. Quelles sont les complications de cette prééclampsie pure? Vous avez les complications maternelles, poussée d'hypertension, ce qu'on appelle les pics hypertensifs, qui peuvent être à l'origine d'AVC, d'OAP, d'insuffisance cardiaque, les crises d'éclampsie, qui sont des crises
tonico-clonique, l'hématome rétroplacentaire, on va le voir après, le HELP syndrome, qui est un hématome sous-capsulaire du foie, l'insuffisance rénale aiguë et les autres complications qu'on a déjà citées. Sur le plan fœtal, on en a parlé tout à l'heure. Quoi? La souffrance fœtale chronique, le retard de croissance intra-utérin, l'accouchement prématuré, on appelle ça une prématurité induite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui va interrompre la grossesse pour extraire cet enfant prématuré à un milieu hostile. Tous les signes cliniques, électriques, échographiques, biologiques vont dans le sens où cet enfant est en train de souffrir. Et si je le laisse dans le ventre de sa mère, il va finir par clamser et faire sa mort in utero. Je vais le faire sortir pour qu'il sera mieux dans une couveuse que dans le ventre de sa mère. Ça, c'est ce qu'on appelle les prématurités induites ou iatrogènes. Bien sûr, la mort fœtale in utero ou la mort néonatale. Les signes de gravité sont d'ordre clinique, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi? Les signes de prééclampsie, douleur épigastrique en bas, céphalée, bourdonnement d'oreille, les œdèmes, l'hypertension qui est élevée. Sur le plan biologique, augmentation de la protéinurie et de l'uricémie, diminution du taux de plaquettes, l'acytolyse hépatique. Sur le plan échographique, hypotrophie fœtale avec un retard, signe de souffrance fœtale, l'oligoamniose et un score biophysique de Manicky bas. Conduite à tenir et moyens thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, dans les associations, dans les grossesses à haut risque, donc comme son cas HTA et grossesse, il faut traiter l'hypertension et il faut que cette femme accouche. Vous avez un double traitement. Donc, traitement de l'hypertension artérielle. Comment qu'on va corriger l'hypertension artérielle? Un, par le repos. Le repos dans une ambiance qui est calme, avec très peu de lumière pour éviter les excitations. En décubitus latéral gauche pour favoriser le retour veineux. Traitement médical, bien sûr, et éviter les complications. Alors, pour les formes modérées, quand on a des chiffres de tension pas très élevés, donc le repos, alors surtout le régime alimentaire doit être normal et surtout ne pas arrêter ou mettre la femme sous régime sans sel, ça ne sert absolument à rien du tout. Ce n'est pas la même physiopathologie que le HTA chronique. Les traitements médicaux, les meilleurs traitements, c'est l'alpha-méthyldopa, l'aldomètre. Vous savez qu'à un moment donné, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on a essayé de changer. Cet aldomètre, on le connaît très bien. On va changer. On va mettre des bêta-bloquants type Sectral. On va mettre du Néprésol, qui est un antihypertenseur central. On va mettre autre chose. Mais on a tourné. Et 10 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que l'alpha-méthyldopa, l'aldomètre qui donnait de très bons résultats. Dosé chez nous à 250 mg. Le pic sérique est atteint au bout de 48 heures. D'accord? Alors, on l'utilise par voie orale en comprimé. Alors, en fonction du chiffre tensionnel, soit un comprimé toutes les 12 heures, soit un comprimé toutes les 6, voire un comprimé toutes les 8 heures, toutes les 8, soit toutes les 6, sans dépasser 2 grammes par 24 heures. La clonidine qui est le captapressant, qui a un effet central, mais on n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça baisse, ça fait baisser la tension rapidement et ça donne un effet rebond dès la fin de l'effet du traitement. Les inhibiteurs calcique-loxène, ça donne de très bons résultats, mais chez nous, il n'est pas utilisé en première intention, beaucoup plus en deuxième intention en association avec l'aldomètre. Les bêta-bloquants, on les utilise, mais il faut savoir qu'ils donnent une modification du rythme cardiaque fœtal qu'il faudrait prendre en considération. Les diurétiques n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas utilisés. Les vasodilatateurs type Néprésol, d'accord, n'existent pratiquement plus maintenant, on ne l'utilise pas beaucoup. Donc, on reste sur l'alpha-méthyldopa. La surveillance, bien sûr, c'est une surveillance maternelle. Elle est clinique, elle est biologique et elle est échographique. Donc, l'évolution favorable, c'est que la situation rentre dans l'ordre, la tension artérielle est stabilisée, le fœtus se porte bien dans le ventre de sa mère, il y a une croissance fœtale qui est quand même bonne
et les Dopplers sont satisfaisants. Donc, il faudrait aller jusqu'à terme et interrompre cette grossesse à 38 semaines révolues, soit par un déclenchement post, soit par une césarienne. Et dans les cas d'évolution défavorable, il faudrait envisager l'extraction de cet enfant. L'évolution défavorable, elle peut être défavorable sur le plan clinique. C'est une HTA qui est très mal contrôlée. Elle peut être associée, cette HTA mal contrôlée, et peut être associée à des signes de pré-éclampsie. Elle peut s'accompagner d'une diminution du mouvement actif fœtaux. Sur le plan biologique, vous avez une protéinurie qui augmente, elle commence à dépasser les 500 mg par 24 heures, une uricémie qui dépasse les 60 mg, d'accord, une thrombopénie, diminution de taux de plaquettes, et à ce moment, l'échographie qui montre des signes de souffrance avec une perturbation du Doppler, un retard de croissance et une diminution du liquide amniotique. Et dans ce cas-là, on sait pertinemment que cet enfant ne se trouve pas bien dans ce milieu hostile, qu'il faut le faire sortir. Et là, on va préconiser l'accouchement, bien sûr, très souvent par césarienne. Alors, bon, pour les retards de croissance, ce n'est pas tellement votre programme. Alors, en postpartum, que faut-il faire dans les cas de ces prééclampsies? On arrête le traitement antihypertenseur après l'accouchement et on traite au coup par coup, c'est-à-dire s'il y a encore persistance de quelques pics de tension, on peut les traiter. Si tout rentre dans l'ordre, ce n'est pas la peine. Alors, l'évolution, d'abord, c'est les chiffres tensionnels qui rentrent dans l'ordre. Deuxième des choses, c'est la disparition des œdèmes au bout d'une dizaine de jours. Troisième des choses, c'est la disparition de la protéinurie au bout d'un mois et demi. D'accord? Mais sachez que même cette période de postpartum peut être émaillée de complications à type de crise d'éclampsie. Et je vous dis maintenant que les crises d'éclampsie dans le postpartum, elles sont beaucoup plus méchantes que les crises d'éclampsie qui surviennent pendant la grossesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nécessite une surveillance particulière des patientes encore à ce moment-là. La contraception, bon, là, on va mettre une contraception microprogestative type Cerazette microval ou des moyens locaux type spermicide condom ou un dispositif intra-utérin qu'on peut placer 30 jours après l'accouchement. Les œstroprogestatifs, bien sûr, sont contre-indiqués dans un premier temps. Pourquoi? Parce que, nous avons de l'hypertension et les accidents thromboemboliques sont fréquents à cet âge-là. Alors, on ne pourra passer aux œstroprogestatifs que 3 à 6 mois après l'accouchement. L'allaitement, bien sûr, n'est pas contre-indiqué, au contraire. Alors, là, c'est 2 mots sur l'éclampsie, donc qui est une complication sévère de l'hypertension artérielle qui se caractérise par des crises tonico-cloniques type presque comme une épilepsie qui nécessite une hospitalisation en soins intensifs avec abaissement rapide des chiffres tensionnels et traitement de la crise. L'hématome rétroplacentaire, nous allons le voir comme complication. Deuxième complication, le HEP syndrome, c'est l'hématome sous-capsulaire du foie. C'est une deuxième complication. Bien sûr, les HEP syndrome, il y a d'abord un HEP syndrome biologique qui nous pousse à intervenir très rapidement. Sinon, le HEP syndrome biologique, il est émaillé de beaucoup de complications, surtout le décès maternel. Voilà, merci pour votre attention et on passe aux questions. Là, on répond à un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous voulez qu'on traite les questions maintenant ou qu'on fait le deuxième cours et on regroupe tout ça en même temps? Comme vous voulez, docteur, mais je vois que ce sera des questions يكونوا بزاف شوية. Allez, je n'ai pas de problème. Comme vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Alors, est-ce que la bromocriptine est contre-indiquée chez les femmes qui ont fait une prééclampsie? Non, non, ce n'est pas contre-indiqué. Pourquoi? Non, il n'y a pas de contre-indication. Œdème est généralisé, oui, dans certaines formes graves. Vous avez des œdèmes qui sont importants. Pourquoi on arrête le traitement dans le postpartum malgré qu'on a toujours le risque de complications? On arrête le traitement dans le postpartum parce que la cause de cette hypertension artérielle a disparu. On a dit tout à l'heure, quelle est l'étiologie? Pourquoi on fait de l'hypertension? On fait de l'hypertension parce que nous avons un problème de circulation placentaire. Nous avons des microthrombus au niveau du placenta, nous avons des thromboses
des artères spiralées qui rentrent dans le placenta. Donc, du moment que le placenta a été expulsé, donc très souvent, on n'a plus de complications à ce moment-là. Donc, c'est pour cela qu'on traite plus. Qu'on traite plus. Donc, on dit qu'on traite au coup par coup. C'est-à-dire, on surveille et on voit s'il y a quelque chose, si on a encore des chiffres élevés, on traite, sinon, ce n'est pas la peine. Alors, est-ce qu'on peut avoir une prééclampsie qui se manifeste durant la deuxième grossesse et pas la première? Oui, mais ce n'est pas une prééclampsie pure. Vous pouvez avoir une femme qui a fait une hypertension, qui n'a rien fait durant la première grossesse et qui peut faire de l'hypertension artérielle au cours de la deuxième grossesse, mais là, vous ne pouvez pas parler de prééclampsie pure. La définition de la prééclampsie pure, elle est très claire. C'est l'apparition d'un syndrome vasculo-rénal fait d'HTA-E d'un protéinurie durant le troisième trimestre chez une primipargine sans antécédent vasculo-rénal qui disparaît après l'accouchement et qui ne récidive pas lors de la deuxième grossesse. Ça, c'est la définition claire de la prééclampsie pure. Si elle fait de l'HTA lors d'une deuxième grossesse, ça pourrait être une HTA chronique ou transitoire, ou ça pourrait être une HTA chronique avec une prééclampsie surajoutée, ou autre chose. Il faudrait voir. La femme, elle a le droit de faire des hypertensions à n'importe quel moment. On fera bon, ça. Quels sont les antihypertenseurs qui sont contre-indiqués pendant la grossesse? Non, il n'y a pas d'antihypertenseurs contre-indiqués pendant la grossesse. Peut-être qu'il y en a un ou deux, je ne sais pas, mais le reste, on peut les utiliser sans aucun problème. Sauf qu'on va utiliser en matière on va choisir en matière d'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est quoi? C'est l'alpha-méthyldopa, c'est l'aldomètre à 250 mg. C'est le plus utilisé, le plus maniable et le plus efficace. Mais bon, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui aimera l'oxène, qui va utiliser des inhibiteurs calciques à 50 mg, un comprimé toutes les 12 heures. Ça donne aussi d'excellents résultats. Là aussi, ça rentre un petit peu dans les habitudes des médecins. Alors, pourquoi la multiparité est un facteur de risque? Oui, la multiparité est un facteur de risque. Pourquoi? Parce que la multipare, elle a tendance à avoir un utérus un petit peu gros, d'accord? Parce qu'il a beaucoup travaillé. Donc, sur un placenta qui ne suivra pas la taille de l'utérus, on aura une perturbation au niveau de la circulation sanguine. Alors, le roll-over test, j'en ai parlé tout à l'heure, le roll-over test, c'est vous prenez des femmes qui sont à risque d'hypertension ou n'importe quelle femme qui viendra vous voir durant le deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre, vous allez lui prendre sa tension artérielle en position demi-assise, bras droit, bras gauche, puis en position debout, bras droit, bras gauche, et vous calculez la différence. Si vous avez une diastolique qui a une différence au-delà de 20 mm de mercure, c'est une patiente qui risque de vous faire de l'hypertension au cours du troisième trimestre, donc elle nécessite une surveillance toute particulière. Est-ce que le Valium est encore utilisé pour les crises? Oui, bien sûr. Le Valium, c'est un excellent produit qui est toujours utilisé pour traiter les crises convulsives. Est-ce qu'on peut avoir une prééclampsie pour la première fois lors de la deuxième grossesse? Non. Quelle indication après l'accouchement et quel suivi pour la patiente? Quelle indication après l'accouchement? Après l'accouchement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Après l'accouchement, il faut surveiller. Là, on arrête tout. D'abord, on arrête le traitement. Et on va surveiller la patiente après l'accouchement. Si tout rentre dans l'ordre, on peut avoir première situation, tout rentre dans l'ordre. Le placenta est expulsé, la tension artérielle, elle diminue, d'accord? Les œdèmes commencent à se résorber, ils disparaissent au bout d'une dizaine, quinzaine de jours. La protéinurie se normalise dans les 1 mois, 40 jours maximum, ça se normalise. Tout rentre dans l'ordre, on fout la paix à la patiente, on lui adapte une contraception et puis c'est tout. Maintenant, il se pourrait que il y a quelques patientes qui garderont de l'hypertension artérielle, d'accord? Et celles-là, on va bien sûr les traiter. Eh bien, peut-être que ce n'est pas une prééclampsie pure, peut-être que c'est autre chose. Parce que, attention, il y a certaines femmes qui ont fait dans leurs antécédents des GNA ou des GNC, qui ont une sténose de l'artère rénale unilatérale ou autre chose, qui vont vous faire de l'hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle va se déclarer pendant la grossesse, sauf qu'elle ne sera pas associée à une protéinurie et qui ne disparaîtra pas après l'accouchement.
Alors, quelle est l'indication de la césarienne prophylactique? Non, prophylactique, non, il n'y a pas. Prophylactique, c'est-à-dire comme le bicicatriciel, c'est prophylactique parce qu'on a peur de la rupture. Non, là, il y a des indications absolues. Des indications absolues, c'est quand, soit dans le cadre de l'urgence, quand l'HTA est mal tolérée, quand l'apparition des signes de complications cliniques ou biologiques, ou quand il y a une souffrance fœtale aiguë, chronique plutôt, compliquée d'un retard de croissance, et que si on va laisser cet enfant à l'intérieur, il va décéder. On aboutira à la mortalité. Là, il faut quand même poser l'indication de la césarienne. Pourquoi il y a une contraception après prééclampsie et accouchement? Bah oui, il y a une contraception. Ça veut dire quoi? Bah oui, il y a une contraception après. On donne une contraception après chaque accouchement. Donc là, tout particulièrement, on fait la question. Donc, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très nette cette question. Mais on donne des médicaments, des microprogestatifs qui n'augmentent pas les chiffres tensionnels, parce que je l'ai dit la dernière fois, ils ont une action périphérique et non centrale. Quel est le mécanisme qui fait qu'on a une protéinurie? Bien, c'est la vasoconstriction qui fait qu'il y a une fuite de liquide, c'est de la plomberie. Quand vous avez un tuyau qui passe, vous avez un tuyau thermique qui passe, si vous allez exercer des pressions doucement, doucement sur ce tuyau, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à fuir un petit peu, il y a les fuites un petit peu de part et d'autre, et vous allez avoir de l'eau un peu partout. Eh ben, la même chose. Là, la protéinurie, c'est quand vous diminuez le diamètre des vaisseaux, d'accord, il va y avoir du fuite de liquide qui va se faire à droite et à gauche, et vous allez obtenir votre protéinurie. Il y a une prééclampsie impure. Non, il n'y a pas de prééclampsie impure. Il y a une prééclampsie tout simple. Pure, ça reprend à la première définition. Est-elle familiale? Oui, il y a des composantes familiales. Est-ce que l'extraction fœtale est une indication absolue lors d'une éclampsie? Oui. Pas la première crise. Si une patiente fait une première crise, qu'elle est à terme, oui, on interrompt tout de suite la grossesse. Mais si la patiente n'est pas à terme et elle fait une première crise, non. On traite la crise, on traite l'hypertension. Si les choses rentrent dans l'ordre, ok. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, on opère. Est-ce que la thrombopénie du premier trimestre peut être un moyen de dépistage de la... Non. La thrombopénie du premier trimestre, c'est une autre histoire. Un régime normosodé peut-il aggraver les chiffres tensionnels? Non. Pourquoi la courte période d'exposition au sperme est un facteur de risque de la prééclampsie? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette question. Est-ce qu'il n'existe pas un risque neurologique lors de la diminution du chiffre tensionnel rapidement? Pas neurologique. Quand on traite l'hypertension artérielle, on n'essaie pas de descendre beaucoup brutalement les chiffres de tension parce que nous allons aggraver ou créer un retard de croissance intra-utérin. Il faut baisser les chiffres tensionnels doucement, doucement. Alors, prééclampsie surajoutée. Oui, prééclampsie surajoutée, ça veut dire que vous avez déjà de l'hypertension artérielle chronique et lors de la grossesse, vous faites une fuite de protéines associée à cette HTA. Pour l'extraction fœtale, on utilise les corticoïdes pour stimuler l'amateurisme pulmonaire. Est-ce qu'il y a un retentissement? Non, il n'y a pas de retentissement parce qu'on donne des flashs de corticoïdes. On ne donne pas des corticoïdes à l'encours. On donne juste une petite dose flash. Je pense que l'exposition se met en rapport avec l'immunotolérance théorie. Je ne sais pas. Très bien, je pense qu'on va passer au deuxième cours. Alors, Nessima, comment on partage? Hein? Je partage. Non? Hein? Vas-y, partage. Le deuxième. Non, rien. Est-ce que vous voyez le cours? Oui, docteur. Oui, vous voyez docteur. l'hématome rétroplacentaire, c'est bon? Oui. Oui, professeur. Ok. Alors, donc, l'hématome rétroplacentaire qui est généralement, très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent une complication d'une hypertension artérielle. Ça s'appelle le décollement prématuré du placenta normalement inséré, ce qu'on appelle le DPPNI. L'hématome rétroplacentaire et le décollement prématuré d'un placenta normalement inséré.
C'est la formation rapide de collection sanguine entre la face postérieure du placenta et la paroi utérine. Ça survient généralement pendant le troisième trimestre ou pendant le travail. C'est une urgence médico-obstétricale, c'est un accident aigu paroxystique imprévisible. L'intérêt de la question réside dans la double gravité du pronostic maternel et fœtal. Si le décollement est supérieur aux 2/3 du placenta, ça entraîne la mort fœtale. Voilà, décollement, hémorragie, hématome rétroplacentaire. Alors, vous voyez sur cette image, alors à gauche, vous avez une grossesse qui est tout à fait normale. Et à droite de l'écran, vous avez un petit hématome qui va commencer à s'organiser, qui est rétroplacentaire, alors qui va donner ce décollement. Alors, donc, vous avez des hématomes rétroplacentaires spontanés qui sont une complication de l'hypertension artérielle, de la prééclampsie, de la toxémie gravidique, de l'HTA, de la grossesse, etc. Pourquoi? Parce que c'est cette vasoconstriction associée à cette thrombose des artères spiralées qui va entraîner un petit éclatement de ces vaisseaux et la formation petit à petit d'un hématome qui va siéger derrière l'utérus, derrière le placenta et qui va le décoller. Les autres hématomes rétroplacentaires vont être provoqués par quoi? Par des accidents de la voie publique, les accidents, surtout le bus. Quand une femme, elle est dans un bus, elle est debout, quand il freine brusquement, elle est balancée vers l'avant et vers l'arrière, elle peut chuter et ça donne un décollement du placenta. Les chutes à domicile, les causes iatrogènes sconomas, c'est les ruptures intempestives de la poche des os, surtout quand il y a un petit excès de liquide. Vous rompez la poche des os rapidement. La sortie du liquide amniotique entraîne bien sûr le décollement du placenta. Alors, là, les étiologies dans le détail. Donc, l'HTA, c'est le facteur principal du fait de l'ischémie qui le caractérise et qui intervient dans la pathologie de la HRP. Le traumatisme, c'est les manœuvres obstétricales ou tout ce qu'on vient de citer. La parité, c'est surtout l'apanage de la primipare et de la grande multipare. La rupture prématurée des membranes sur un hydramnios, les traitements anticoagulants au long cours, le tabac et l'abus d'alcool et certains terrains prédisposants, surtout l'obésité, le diabète, carence en protéines, en acide folique. Pathogénie, alors, l'hématome rétroplacentaire est spontané dans 70% des cas, c'est-à-dire qu'il va faire suite à une hypertension artérielle dans 70% des cas. Donc, il va y avoir, on va expliquer ce mécanisme de décollement. Plusieurs facteurs sont incriminés, mais la cause vasculaire reste la plus déterminée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'une fragilité capillaire exacerbée pendant la grossesse. Ce sont des lésions infracliniques aboutissant au décollement. Donc, vous avez plusieurs petites veines qui sont fragiles, qui vont commencer à éclater l'une après l'autre. Chacune, quand elle éclate, elle va donner une petite quantité de sang. Une petite quantité avec une petite quantité, ça constitue un petit hématome qui va s'agrandir et décoller le placenta. Alors, les différents types d'HRP, vous avez surtout l'HRP déciduale basale et l'HRP marginale. Mais ce qui nous intéresse, nous, le plus, ce sont les HRP centraux qui viennent derrière l'utérus. C'est quoi les effets? C'est quoi les conséquences? Sur le fœtus, bien sûr, dès qu'il y a hématome, il y a une diminution, bien sûr, des échanges fœto-maternels, donc hypoxie, souffrance. La souffrance va entraîner la mort fœtale. Soit il y a carrément une interruption, non pas une diminution des échanges, mais carrément une interruption des échanges, et à ce moment-là, c'est directement la mort fœtale. Sur le plan maternel, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on aura? L'hémorragie entraîne une hypovolémie avec un passage dans la circulation de substances vasoconstrictrices d'origine placentaire qui va induire une souffrance rénale chez la mère, se traduisant par un syndrome hypertensif. Cet hématome serait à l'origine d'une consommation massive des facteurs de coagulation, surtout des facteurs vitamino-K dépendants et des plaquettes, avec libération des substances actives dans la circulation maternelle. Dans un deuxième temps, la rétraction du caillou qui est mise en circulation des PDF qui est proportionnelle à la pression qui règne dans les cailloux. Ceci explique la gravité des hématomes basaux et d'importance de la rupture précoce et franche des membranes. Les complications ultimes, c'est quoi? C'est la CIVD, la fibrinogénémie, bien sûr, alors l'impossibilité de coagulation et bien sûr la mort fœtale.
du point de vue clinique. Les formes habituelles, type de description, c'est soit des multipares ou des primipares qui font de l'HTA essentiel, qui font de la prééclampsie ou des multipares qui font de l'HTA essentiel. Au cours du troisième trimestre, on a un début brutal. Vous avez des douleurs abdominales en coup de poignard, sus-ombilicale, aiguë, brutale, du type chirurgical intense, hémorragie externe minime, discrète et noirâtre, un état de choc d'emblée sévère, camouflé par une hypertension artérielle préexistante. Appréciez les éléments périphériques, refroidissement des extrémités, tachycardie, sueur pour rapide. L'examen clinique, qu'est-ce qu'il va montrer? Qu'est-ce qu'il va montrer? La palpation va montrer un utérus qui est dur, hypertonique, qui ne se relâche pas, qui est très douloureux. L'auscultation va vous montrer des BCF assourdis ou absents. Le spéculum qui confirme l'origine du saignement endo-utérin minime. Le toucher vaginal qui vous montre un segment inférieur très tendu, un col qui est spasmé, des membranes intactes. Et il faut noter la disproportion entre l'état de choc sévère et l'hémorragie minime. C'est-à-dire, vous avez une petite hémorragie qui, bien sûr, parce qu'elle n'est pas extériorisée, mais elle contraste avec quand même une femme qui est complètement dans les vapes, avec un utérus en bois et absence de bruit cardiaque fœtal. Des examens complémentaires. La protéinurie qui est massive, l'uricémie qui est augmentée, l'hématocrite, la même chose, la diminution du fibrinogène et des plaquettes et l'augmentation des produits de dégradation de la fibrine. Le diagnostic est échographique par la mise en évidence d'une image anéchogène, finement échogène au niveau basal derrière le placenta, l'RCF qui vous montre bien sûr un rythme cardiaque anormal et surtout la tocographie qui vous montre des contractions de haute fréquence. Les formes cliniques, donc nous avons des formes de gravité différentes. Le degré 0 infraclinique, le degré 1, il y a une tension utérine, le degré 2, gravité moyenne, et le degré 3, c'est le tableau de Kouvler ou d'apoplexie utéro-placentaire. Une deuxième classification qui est la classification de Scher, qui classe le grade 1 discret avec métrorragie apparemment isolée, grade 2 modéré qu'avec symptomatologie clinique plus complète avec un enfant vivant, et le grade 3 sévère, l'enfant est mort, 3A avec trouble de la coagulation 3B, 3A sans trouble de la coagulation 3B avec trouble de la coagulation. Les formes associées, on peut avoir un HLP associé à une crise d'éclampsie, un HLP associé à un placenta prévia, un HLP associé avec des formes de souffrance fœtale aiguë, isolée, inexpliquée ou une mort fœtale, un diabète ou bien survenant à des stades assez précoces de grossesse aux alentours de 5 mois. Le diagnostic, bien sûr, positif repose sur quoi? Il est surtout clinique. La contracture utérine, l'utérus en bois, absence de relâchement, les saignements endo-utérins qui sont noirâtres, l'état de choc sévère et l'absence de bruit cardiaque fœtal. Le diagnostic différentiel se fera avec toutes les hémorragies du troisième trimestre, à savoir le placenta prévia, l'hémorragie de Benkiser et la rupture utérine. Le placenta prévia, sa particularité, c'est quoi? C'est que c'est une hémorragie faite de sang rouge abondant qui survient chez une multipare au repos au cours du troisième trimestre de la grossesse. Le diagnostic qui est fait par l'échographie à vessie pleine qui vous montre un utérus qui est bas inséré selon la classification de B6 antérieur ou postérieur. La deuxième étiologie, c'est l'hémorragie de Benkiser qui est la rupture d'un vaisseau prévia en travail au moment de la rupture de la poche des os et vous avez un saignement important avec une souffrance fœtale aiguë sévère qui contraste avec un état général maternel intact. La rupture utérine qui se caractérise d'abord par un tableau d'urgence avec des douleurs en coup de poignard, et bien sûr de l'hémorragie importante et un fœtus qui est mort palpé sous la peau. Certains syndromes douloureux extragénitaux, d'accord? Et bien sûr, l'état de choc peut prêter à confusion, surtout avec les embolies amniotiques ou les chocs infectieux. L'évolution favorable, bien sûr, le travail et l'accouchement se déclenchent rapidement. Accouchement avant l'avalanche, expulsion du fœtus mort-né, placenta et cailloux de façon rapide. Alors, défavorable, vous avez les complications immédiates, l'état de choc, l'apoplexie utéroplacentaire, ce qu'on appelle le syndrome de Kouvler, les hémorragies de la délivrance par mauvaise rétraction utérine, trouble de la coagulation, hémorragie généralisée, CIVD et afibrinogénémie. Complications tardives rénales, l'insuffisance rénale aiguë et le syndrome du Chian, qui est une aménorrhée du postpartum avec régression des caractères sexuels secondaires qui se réduit à une thrombose de l'artère hypophysaire antérieure,
donnant une insuffisance hypophysiale soit totale, c'est le pont hypopituitarisme, soit partiel, c'est une insuffisance hypophysiale gonadotrope. Le traitement, la conduite à tenir. 3 préoccupations. Lutter contre l'hypovolémie et la réanimation. Évacuer l'utérus soit par voie haute, soit par voie basse. Correction des troubles de la calasse sanguine pour ne pas aboutir à des problèmes d'hémostase. Réanimation médicale, double voie d'abord. Lutter contre l'état de choc, transfusion de sang frais, plasma gel, oxygénothérapie. Traitement obstétrical. Premier geste, rupture large de la poche des os. Deuxième geste, évacuation de l'utérus. 2 situations. Si l'enfant est vivant, si l'accouchement est imminent, que l'état maternel est stable, accélérer l'accouchement par voie basse. Si le travail traîne, césarienne en urgence. Si le travail est au début, césarienne. Fœtus mort. Si l'état maternel est stable, déclenchement artificiel du travail, délivrance d'Éligie. Si l'état maternel est instable, réanimation césarienne ou urgence pour sauvetage materno-fœtal. Prédiction et prévention de la HLP, surtout la prévention de la HLP. Dans la majorité des cas, la HLP survient de manière totalement imprévisible. 6 facteurs de risque, âge, tabagisme, cocaïne, contexte vasculaire, thrombophilie, surveillance particulière. Bilan maternel à distance, bilan vasculo-rénal complet 3 mois après l'accouchement. Suivi de grossesse ultérieure, on donnera de l'aspigique non pas à 100 mais à 150 mg, il faut le corriger. D'accord? À partir de la 14e semaine, maintenant c'est la 13e semaine et on n'arrête plus à 34 semaines, on arrête à 35 semaines. Donc en conclusion, l'hématome rétroplacentaire demeure une urgence médico-obstétricale majeure dans notre pratique. La prévention de la mortalité maternelle et fœtale liée à cette infection passe par une amélioration de la consultation prénatale, une meilleure organisation du plan d'accouchement, surtout en maternité périphérique, une amélioration des conditions d'évacuation, surtout en zone rurale où les moyens sont très réduits. Au niveau de la structure de référence, la mise en place d'une banque de sang fonctionnelle, d'unités de réanimation médicale adaptée, ainsi qu'un service de prise en charge néonatale devient une nécessité afin d'améliorer le pronostic néonatal. Et merci pour votre attention. Voilà. Alors, c'est bon? Oui, on vous remercie, professeur. On passe aux questions, s'il vous plaît. Aux questions, oui. Alors, il est mentionné dans nos cours que... Alors, oui. Alors, là, je vois que pourquoi la primipac est un facteur. Là, on est dans l'hématome rétroplacentaire. Hein. Pourquoi la primipac est un facteur de risque? Eh bien, c'est la même chose parce que la primipac jeune, elle a un utérus qui se développe très mal et une mauvaise vascularisation de son utérus et un éclatement facile des vaisseaux. Il est mentionné dans le cours que le toucher vaginal est contre-indiqué dans un HRP ou PP. Non, le toucher vaginal n'est pas contre-indiqué dans l'HRP. Le toucher vaginal est contre-indiqué dans les hémorragies du 3e trimestre, surtout quand vous suspectez un placenta préviam. C'est-à-dire, je m'explique, quand une femme arrive en consultation d'urgence, elle est au 3e trimestre et elle saigne. Vous avez 4 diagnostics qui vous viennent à l'esprit. Placenta prévia, hématome rétroplacentaire, rupture utérine, hémorragie de Benkiser. Il faut que je fasse la différence. Le placenta prévia, quand je suspecte un placenta prévia, je ne fais pas de toucher vaginal. Je fais d'abord une échographie pour classer le placenta. L'hématome rétroplacentaire, il y a une histoire avant. C'est un tableau d'hypertension, un utérus en bois, un saignement noirâtre minime. D'accord? Vous pouvez faire votre toucher. Quand c'est une multipare qui saigne abondamment le soir au repos, sans douleur, sans contraction, d'accord? Là, vous suspectez le placenta prévia, vous faites une échographie avant le toucher vaginal. Quelles sont les indications pendant la grossesse quelles sont les indications de l'aspirine pendant la grossesse de façon générale? Les indications de l'aspirine pendant la grossesse, elles sont vastes. D'accord? D'abord, il y a les antécédents de l'hématome rétroplacentaire. Il y a les antécédents d'hypertension artérielle. Il y a les antécédents de retard de croissance inexpliqué. Il y a les antécédents de mort fœtale inexpliquée. Il y a certaines patientes qui sont à risque élevé d'hématome rétroplacentaire ou de retard de croissance ou d'HTA sans pour autant qu'elles l'ont fait. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez peur d'un syndrome vasculo-rénal ou autre qui peut perturber la vascularisation, vous pouvez mettre une dose d'aspirine. Sauf que les choses ont changé. Avant, on donnait 100 mg
de la 16e à la 34e semaine. Les études récentes ont montré que c'était insuffisant, qu'il fallait passer à 150 mg par jour et qu'il fallait commencer ça à la 13e semaine et qu'il fallait donner ça jusqu'à la 35e semaine. Est-ce que les femmes qui prennent le Lovenox pendant la grossesse ont un risque d'avoir… Non. Donc, les femmes qui prennent de Lovenox pendant la grossesse n'ont pas un risque beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que si ces femmes-là, on surveille de très près le taux de plaquettes. Et une fois que le taux de plaquettes commence à diminuer en dessous de 100 000, voire de 80 000, on arrête l'administration du Lovenox. Donc, il n'y a pas de souci. Les femmes sont bien surveillées. Alors, pourquoi l'insuffisance rénale chez la maman RPM compliquée? Pourquoi l'insuffisance rénale chez la maman RPM compliquée? Non, reformulez votre question, s'il vous plaît. Quel est le rôle de l'aspégique dans la prévention? Le rôle de l'aspégique, c'est un anti-agrégant plaquettaire. Quand on a expliqué la physiopathologie, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les vaisseaux étaient petits, qu'il éclatait et que ce caillou se formait. Et quand vous mettez de l'aspégique, vous permettez au vaisseau de se développer beaucoup mieux, vous diminuez le risque de la vasoconstriction et vous permettez une meilleure perfusion utéroplacentaire. Un mot sur le syndrome du Chian, quels sont les facteurs de risque? Alors, il faudrait savoir une chose, c'est que le syndrome du Chian n'est pas particulier à l'HRP. Le syndrome du Chian peut survenir dans n'importe quelle hémorragie utérine du 3e trimestre de la grossesse. C'est-à-dire toutes les femmes qui vont faire des hémorragies ou qui vont faire de l'hémorragie de la délivrance sont exposées à un syndrome de Chian. Pourquoi? Parce que la glande de l'antéhypophyse est multipliée par 5 ou 6 la taille pendant la grossesse. Donc, le fait que la femme saigne énormément, cette glande ne sera pas oxygénée. Ça va donner une anoxie entre guillemets cérébrale qui peut entraîner ce syndrome de Chian. Devant un placenta prévia, il mentionne le signe de Matelas. Oui, le signe de Matelas, c'est l'interposition du placenta entre la présentation et les doigts intravaginaux, pas intracervicaux, intravaginaux. Ça se met entre les deux, ça donne ce qu'on appelle le signe de Matelas. Quel est le mécanisme de l'embolie amniotique? L'embolie amniotique, c'est les vaisseaux sanguins sont ouverts un petit peu. Il y a du liquide amniotique qui passe avec quelques gouttelettes d'air et ça peut entraîner la catastrophe. Par quel mécanisme vient l'insuffisance rénale et la convulsion? Non, la convulsion peut être associée à l'éclampsie. L'insuffisance rénale, c'est autre chose. L'insuffisance rénale, elle est due à un défaut de perfusion du rein parce que comme la femme, elle est en état de choc, elle a saigné et tout, un de ses premiers organes qui ne va pas être vascularisé, c'est son rein. Et à ce moment-là, qu'elle pourra faire sa insuffisance rénale, qui généralement est une insuffisance rénale transitoire. Alors, pas de HRP au premier trimestre, et c'est quoi le décollement au cours du premier trimestre? Non, l'HRP, c'est le décollement prématuré du placenta normalement inséré. Au premier trimestre, il n'y a pas de placenta. Au premier trimestre, il y a un trophoblaste. Donc, le trophoblaste peut se décoller au cours du premier trimestre. C'est quand la femme fait une menace d'avortement précoce, ça c'est autre chose. C'est le décollement trophoblastique, d'accord, qui peut être à l'origine d'un arrêt de grossesse. Or là, on ne parle pas d'un décollement placentaire. Là, premier trimestre, on parle d'un décollement trophoblastique. Alors, l'extraction du fœtus s'impose même s'il n'est pas encore mature. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'hématome rétroplacentaire, tu ne peux pas l'arrêter. Dès qu'il est là, il va continuer à entraîner le décollement et il faut voir plus loin. Les conséquences, pas fœtales, mais les conséquences maternelles. Vous imaginez, si vous n'intervenez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer de l'hématome rétroplacentaire simple à l'hématome rétroplacentaire compliqué, d'hémorragie, compliqué, d'apoplexie utéroplacentaire, ce qu'on appelle l'utérus de Kuvler, compliqué, des signes d'afibrinogénémie, de CIVD et de décès maternel. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faudrait bien sûr extraire cet enfant, même s'il n'est pas mature. Est-ce qu'il y a une modification de la hauteur utérine au cours de la HRP? Bien sûr,
plus il y a l'hématome qui augmente, plus la hauteur utérine augmente. Mais là, à ce moment-là, il faut avoir une hauteur utérine de référence. Si par exemple, tu as examiné hier ta patiente, tu as trouvé qu'elle avait 30 cm et elle n'avait aucun problème, et qu'aujourd'hui, on te la ramène dans le cas de l'urgence et que tu prends ta hauteur utérine, tu la trouves 32, elle n'a pas pu gagner 2 cm en 24 heures. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se collectionner à l'intérieur. Est-ce que l'enfant peut survivre après un HRP minime? Bien sûr, oui. Après un petit HRP minime, il y a quand même juste une petite souffrance. Dès que vous allez extraire cet enfant, vous allez le remettre au néonatologiste et ça ne posera plus aucun problème. Donc, je pense qu'on a fini avec les questions. Oui, professeur, normalement c'est bon, il n'y a plus de questions. Très bien. Donc, on va vous envoyer ces cours, la même chose par mail pour la préparation de votre examen. Oui, merci beaucoup, Ils sont un professeur. petit peu détaillés, donc vous prenez l'essentiel. De toute façon, pour vous, on va vous demander un petit peu en médecine générale, pour le niveau d'un médecin généraliste devant ces situations d'HRP et d'HTA. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Voilà, bon courage. Merci beaucoup, professeur. On vous Vas-y, remercie allez, énormément. On vous remercie, professeur. C'est toujours un Merci beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. Allez, au revoir et bon courage. Merci beaucoup, professeur. Merci.